Aujourd'hui, de nombreux jeunes ont des idées, de la passion, de la détermination. Mais trop souvent, l'absence de financement, de structures juridiques claires et de stratégies solides freine leur élan. Il ne suffit pas d'avoir un rêve, il faut les outils pour le rendre viable, pérenne et crédible. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur la RTE 91.3 MHz pour ce nouvel épisode de Jeunesse on en parle, une émission où la jeunesse s'exprime, partage et trouve des solutions. Financement, formalisation et stratégie pour entreprendre efficacement. C'est le thème de ce nouvel épisode de Jeunesse on en parle. Merci chers auditeurs pour votre fidélité à ce programme. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne. Merci encore une fois à Madame Amour Dédi qui est à la régie pour cette bonne qualité de son que vous avez en ce moment. Merci à Monsieur Michel Takem également qui supervise cette émission. Encore merci à vous chers auditeurs. Merci aussi à mes invités qui sont là, avec lesquels on va aborder ce sujet qui parle de financement, de formalisation et de stratégie pour entreprendre efficacement. Et c'est un sujet très important parce qu'aujourd'hui, au Congo surtout, on est à un moment où la jeunesse se bouge, la jeunesse entreprend et généralement le problème de financement, c'est un sujet qui est abordé très très souvent. Et pour ce sujet, je suis avec Monsieur First Moussoki qui est là avec moi. Bonjour First. Bonjour Emerléon. Comment tu vas? Très bien, j'espère que toi aussi. Oui, je vais bien, je vais très très bien et très content d'être avec toi aujourd'hui. On a eu déjà un rendez-vous manqué, je pense, et aujourd'hui on a pu rattraper, ça me fait énormément plaisir, surtout quand on va parler de financement. Moi aussi, je pense que j'ai beaucoup de projets qui attendent là, et j'ai envie de savoir est-ce que c'est moi réellement le problème ou bien c'est la façon dont je structure mes projets qui font que je sois pas appelé quand je postule de gauche à droite. En tout cas, c'est un plaisir également de refaire ce rendez-vous qu'on a manqué il y a, je crois, 3 semaines ou 1 mois. Et c'est très intéressant de parler d'un sujet qui me passionne autant. Et bon, je vais te poser peut-être des questions à la fin. Je ne pourrais peut-être pas déterminer si c'est toi le problème ou c'est le système le problème. Mais au moins, je pense qu'on aurait appris de l'un de l'autre à la fin de ces échanges. D'accord. Et j'espère aussi. D'accord. Pour toujours dans le même sens, puisqu'on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de tout ça. Il y a donc une personne qui nous a rejoint sur ce plateau pour pouvoir compléter un peu notre sujet. Paul Kiwari, bonjour. Bonjour Emerléon. Donc toi tu vas donc parler sur les thèmes genre la réussite n'a pas de sens si elle te coûte ta santé mentale. Tu vas un peu aborder ce sujet-là avec nous. Et effectivement, c'est important de réussir, c'est important d'atteindre nos objectifs, mais cela perd tout son sens si notre santé émotionnelle y passe. D'où l'importance de vraiment être avisé, de se dire je veux réussir, je veux atteindre mes objectifs, mais en même temps je dois prendre soin de moi, je dois être conscient que la marchandise ou du moins le premier acteur ici c'est moi. Ah ok. D'accord. Alors important de d'abord se centrer et ensuite poursuivre ses objectifs. Merci beaucoup. On va retourner du côté de Monsieur First. Tu vas donc te présenter. Sans doute, il y a des gens qui ne te connaissent pas, il y a des gens qui vont te découvrir peut-être à travers cette émission. D'abord, on est sur le plateau de Jeunesse, on en parle, qui est une émission qui est produite ici à la radio Trans-Équatoriale, qui est très très écoutée également parce que ces derniers temps, il y a des gens qui m'envoient des audios dans un Quaster, je sais pas, taxi, partout, où on est écouté ici à Brazzaville, en RDC notamment, à Kinshasa, on nous écoute également. Et ça, c'est le rendez-vous de la jeunesse, on va dire. Ce plateau, on reçoit des jeunes comme toi qui viennent partager. C'est vrai qu'on va dire qu'on n'est pas assez vieux pour avoir toute l'expérience nécessaire pour pouvoir peut-être édifier d'autres. Mais moi, je crois que même un jeune qui a 1 mois ou 1 jour d'expérience peut avoir les mots pour pouvoir motiver une personne qui n'a jamais osé se lancer. Donc voilà pourquoi c'est un peu ouvert. Chacun vient, parle de son expérience parce que ça peut toujours servir à quelqu'un. Il n'y a pas que des jeunes qui nous écoutent parce que c'est une radio qui est écoutée par tout le monde, on va dire. Donc un parent peut passer par là et on va dire, puisqu'on parle d'entrepreneuriat, financement, formalisation et tout, même les vieux, les papas aussi ont des projets où encore il peut se servir de ces conseils-là pour conseiller son enfant, lui donner des orientations nécessaires pour pouvoir avancer. Donc là, c'est le moment où je vais te laisser le temps de te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais. Ok, merci encore pour la parole. Donc, je suis First Moussoki, comme Monsieur Emerléon l'a si bien présenté. Je suis financier de formation, plus précisément un MBA en ingénierie financière et également 2-3 autres certifications de gauche à droite sur de la finance de marché, mais également sur les questions de finance d'entreprise et d'investissement. Et professionnellement, j'ai
J'ai eu à occuper un rôle d'assistant de programme et chargé des finances au sein du groupe ISM. Puis j'ai travaillé en tant qu'assistant investissement, donc investment assistant pour un fonds d'investissement avant de changer d'entreprise, de rentrer au pays et d'occuper successivement le poste d'analyste financier et risk manager. Donc ce qui fait que, comme tu as dit, on n'a pas forcément une expérience très exhaustive, mais on a pu quand même voir 2-3 éléments de notre environnement financier, même en échangeant également avec les anciens et en échangeant avec nos pairs qui sont dans des institutions financières, également dans les banques, microfinances, ou même parfois dans des structures étatiques, sur des questions de financement et tout ce qui va avec. C'est à peu près ça. Non, il y a aussi un détail, c'est le fait que je suis très passionné par la finance et je crois au potentiel de la finance de développer nos pays ainsi que de changer le destin de notre continent. D'accord. Ça fait énormément plaisir que tu te présentes comme ça. Ça fait très peur. Tu es encore jeune et c'est vrai que tu n'as pas dit le nombre d'années que tu as fait derrière, partout. Mais sinon, on a l'impression que tu as un gros parcours. En fait, c'est pas, surtout en ce moment où on dit que les jeunes n'ont pas d'opportunités, il n'y a pas de travail, on n'est pas valorisé. Aujourd'hui, quand on parle des jeunes Congolais sur les réseaux, donc on parle un peu du côté Kuluna, de tout ça un peu, et voir un jeune qui, facilement, tu parles de ton parcours, 2-3 entreprises, tu les classes comme ça, tu pars et tout. Ça fait genre, ouais, mais lui là, vraiment, c'est l'enfant de qui en fait? C'est ça la question qu'on se pose. C'est l'enfant de qui? Et toi, personnel, c'est vrai que tu as parlé de certification et tout, mais qu'est-ce qui a fait que tu arrives là où tu es aujourd'hui? Est-ce que, bon, pistonnier, c'est pas mauvais en tant que tel, mais est-ce que vraiment il y a le mérite derrière, il y a le travail, voilà. J'aimerais bien commencer par dire le fait que il y a beaucoup de travail derrière, mais j'aimerais commencer par le fait que je suis un gros forceur. Donc je vais commencer par le stage qui m'a permis d'avoir la fonction de chargé des finances et assistant de programme. Et j'ai quasiment harcelé le directeur, vu que c'était au sein de mon école que j'ai eu ce poste-là. Du coup, le directeur de l'école de management, je l'ai à peu près harcelé. Dès le premier jour de rentrée, je lui ai dit, Monsieur Antel, Monsieur Thiam, je veux faire un stage avec vous, je veux. À chaque fois que je le croisais, je le lui rappelais. Qu'au bout d'un moment, le gars, il veut la paix. Parce qu'après, on lui fait des mails, on lui fait des messages. Voilà, il y a eu de ça. Et quant à la suivante expérience dans le fonds d'investissement, on a eu l'impression également que c'est facile, j'ai juste quitté, ensuite je suis parti. Mais c'est une entreprise où je pense pendant plus de 8 ou 7 mois, je leur envoyais mon CV 2 fois par mois à peu près. Donc dès que j'avais une petite certification et que j'actualisais mon CV, je faisais une lettre de motivation, je leur envoyais. Donc si bien que même quand je suis venu à l'entretien là-bas, après les tests, quand j'arrive à l'entretien, même l'un des gars qui m'a dit, c'est toi le Congolais. Ou non, mais pourquoi? Ils ont dit, mais c'est toi qui forçait un peu trop. Du coup, à peu près tout le monde, 2-3 personnes qui sont un peu impliquées dans ça, de la gestion du mail, de recrutement, te connaissaient en fait. Donc ça, c'est le deuxième forçage. Et le troisième forçage, c'est que avant de rentrer au pays, là où je suis, j'ai postulé bien avant. Les gars n'ont jamais répondu. Ils ont encore fait une offre. J'ai repostulé, j'ai encore appelé. Et quand j'ai même fini l'entretien, j'ai même fait comme un peu les criminels, les psychopathes américains font, ils vous cherchent partout. Du coup, tous les gens avec qui j'ai parlé sur l'entretien, je les ai stalkés, j'ai eu leur mail personnel. À part le privé, je leur ai fait des messages de remerciement. Donc, du coup, au bout d'un moment, eux-mêmes, ils étaient en mode qui lui a donné mon mail et tout, c'est qui ce mec et tout. Donc, j'aimerais bien dire que c'est déjà le forçage, c'est le fait déjà de ne pas avoir baissé les bras. Ça a l'air facile parce qu'au bout d'un moment, de dire que non, il ne faut pas baisser les bras, mais quand j'étais dedans, au bout d'un moment, je me disais, ah ouais, est-ce que ça en vaut la peine et tout. Mais voilà, c'est beaucoup de forçage, être un gros forceur. Et puis, naturellement, de continuer à se hisser au standard des ambitions qu'on se donne. Donc, de continuer à travailler. Mais travailler ne fait pas l'affaire si on ne se crée pas nos propres opportunités en tentant, en fait. Parce que tu peux être fort, tu as travaillé, tu deviens fort dans ton domaine, mais comment tu fais pour être visible et comment est-ce que tu fais pour te créer ta chance, en fait. Et pour ça, il faut que tu aies des efforts bien ciblés, parce que tu peux pas aussi postuler partout en même temps. Tu deviens inefficace. Ça fait plaisir de voir ça en fait, parce que quand tu l'as dit, ça semblait très facile, mais quand tu as donné les détails, on voit tout de suite que y a eu beaucoup d'intelligence derrière. Tu harcelais comme tu as dit, et toi tout ce qui t'intéressait, c'est que tu aies ce que tu voulais, que tu gagnes l'expérience que tu veux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont très compétents, parfois un peu plus que toi on va dire, mais qui n'ont pas forcé, parce que parfois il y a cet orgueil personnel où je me dis si je force après, comment est-ce qu'ils vont me voir et après, et voilà. Et puis c'est ça, chacun sa stratégie.
stratégie, ça a marché pour toi. Sans doute, peut-être quelque part, il y avait un jeune qui a essayé d'utiliser ta formule aussi. Ça n'a pas marché pour lui. Et je pense que chacun a son truc, parce que c'est important de préciser, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en disant que lui, il a fait, moi aussi, je dois appliquer. Et puis après, il prend les mails des grandes entreprises, il l'envoie. Mais c'est vraiment, chaque fois que quelqu'un parle, partage son expérience, il faut prendre le temps d'écouter, analyser, voir comment est-ce qu'on peut l'adapter à notre réalité, à nous, et le faire en fait. Mais ce que j'encourage, c'est le fait déjà de savoir prendre ces initiatives-là, envoyer. Et c'est important, quoi. Ça a marché pour toi et Dieu merci, on est vraiment content du résultat que ça a pu donner. Et voilà, c'est très bien. On va se retourner du côté de Madame Paul qui est là avec nous. Et elle aussi, elle va se présenter. On va apprendre aussi à te connaître. Parfois, toi aussi, tu envoies des CV à des gens. J'aurais bien aimé quand même aussi. Alors, je suis Kiwari Paul Kembu. Académiquement, je peux dire que j'ai un parcours assez atypique. Je vais prendre juste le dernier. Donc, je suis diplômée en design et art du bois. Je suis présentement assistante administrative au sein du ministère de l'économie forestière et j'interviens aujourd'hui sur la question de l'intelligence émotionnelle qui n'a vraiment rien à voir avec mon parcours. C'est vraiment né d'une passion et je pourrais dire que c'est même venu suite à une grosse dépression. C'est vraiment après avoir vécu dans la dépression, à un long moment que je me suis dit, est-ce que c'est normal? Et après plusieurs recherches, j'ai découvert qu'en fait, ce que je vivais à l'époque, je l'appelais pas dépression, je l'appelais un simple mal-être. J'ai découvert que ça s'appelait la dépression. J'ai appris ce que c'était, j'ai appris les sources, les causes, et j'ai découvert que pour vraiment pallier à cela, il y a ce que l'on appelait l'intelligence émotionnelle, la santé émotionnelle. Et je me suis vraiment cultivée sur la question. J'ai découvert des coachs, des influenceurs même qui abordent la question africains comme occidentaux. Mais la grosse question, c'était le gros point, c'était surtout mon entourage. Lorsque j'ai abordé la question autour de moi, les gens se semblaient être un peu dépaysés. Non, toi, t'es pas d'ici. Toi, ce que tu dis là, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Nous, on est africains. Il y a une manière de gérer les choses. Ces histoires d'émotions, de dépression, de ci ou ça nous concerne pas. C'est vraiment un truc de blanc et puis rien à voir avec nous. Et c'est vraiment là que j'ai compris que soit nous étions trop en retard, soit simplement nous avons pris l'Africain en général à juste décider de ne pas considérer cela comme réellement un fait, parce que nous sommes tous humains. Que nous soyons blancs, jaunes ou quoi que ce soit qu'on veuille, nous sommes tous des êtres humains et nous avons tous une âme, nous avons tous des émotions, nous avons des sentiments et donc la question de l'intelligence émotionnelle et santé émotionnelle fait intervenir tout le monde, implique tous les êtres humains en réalité. Tu as parlé au début d'art et tout, c'est un truc qu'on voit très rarement aujourd'hui, c'est très rare. Oui, alors l'art et le design du bois, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est assez complexe. Alors de base, j'ai été bénéficiaire d'une bourse octroyée par le ministère de l'économie forestière où je travaille actuellement. Au départ, on nous avait fait savoir qu'on allait pour apprendre les métiers du bois. Voilà, différentes transformations plus poussées du bois. Et une fois sur place, nous avons fait réaliser que ce n'était pas vraiment la transformation comme nous le pensions. C'était vraiment l'art et le design du bois qui consistait vraiment à rendre le bois plus beau. Alors nous sommes devenus des artistes, si je peux le dire comme ça. Nous avons eu des matières comme le dessin technique, le dessin artistique, la composition artistique. Et alors, moi, je n'allais pas à l'école avec des classeurs et tout ça. J'allais plutôt avec des crayons, des gommes. Et mes classeurs n'étaient pas comme ceux que tout le monde utilise. C'était vraiment des classeurs pour artistes, quoi. C'était des 40 cm, 50 avec des règles de 40 cm. C'était vraiment différent de ce à quoi on pensait, ce à quoi on s'attendait. Et au final, on est devenus des artistes, en fait. Aujourd'hui, je n'exerce pas vraiment sur ce domaine-là parce que quand je suis rentrée donc au ministère, il y avait un besoin en assistante et vu que j'avais le profil, parce que lorsque nous étions à l'université, c'était en Chine, j'étais la déléguée de la promotion. Donc c'est moi qui assurais la communication, encore les échanges entre le ministère, l'établissement et les étudiants. Lorsque les étudiants avaient des doléances, c'est moi qui étais chargée de rédiger les documents, de l'envoyer d'envoyer à la responsable ici au ministère, et certaines fois il fallait également se rapprocher des enseignants, des autorités de l'université. Quand je suis rentrée, par rapport à ce profil que j'avais, les responsables au niveau du ministère se sont dit, on pense que tu pourrais bien assurer le poste d'assistante de direction, donc voilà, on te place là. D'accord. Ça fait plaisir d'être avec des jeunes avec ces gros parcours déjà.
vous êtes déjà là en train d'assainir l'image de la jeunesse congolaise. Vous êtes déjà des gros modèles, je pense. Et sans doute, ceux qui sont à la maison se disent, surtout pour nos jeunes frères, donc moi aussi je dois être comme Monsieur First ou comme Madame Paul pour d'autres. Et c'est important en fait. Je pense que indépendamment de nous, on inspire beaucoup de gens par rapport à ce qu'on fait ou par rapport à ce qu'on dit. Parfois là, il y a un jeune qui passe par là et sur cette émission qui est désespéré sur sa vie, qui sait pas quoi faire. Mais en écoutant ça, en voyant des gens qui s'expriment aussi bien, je dis moi je vais être comme cette dame même si je la connais pas. Je vais être comme elle aussi peut-être dans 2-3 ans aussi avoir cette facilité d'expression et tout. Et ça fait énormément plaisir. Et donc, on va retourner du côté de Monsieur First pour pouvoir parler du financement. Financement, formalisation et stratégie pour entreprendre. Et est-ce que tu es déjà entrepreneur? Parce que tu vas aborder un sujet, j'ai pas demandé. Est-ce que tu es déjà entrepreneur? Bon, pas de manière active. J'ai déjà eu à entreprendre. J'ai arrêté. Et depuis lors, je sers souvent de conseils financiers. Depuis même que je suis à l'école, de conseils financiers auprès de mes amis qui, eux, ont des projets de plusieurs secteurs, dans les services, dans l'agriculture. Et souvent, j'accompagne un peu d'autres dans la rédaction de ceci et cela. Donc, ce qui me permet, certes, je ne suis pas un acteur actif, mais j'ai déjà eu à expérimenter ce que moi j'ai expérimenté. Et à travers eux, je peux donc... je n'ai pas seulement le regard de juste quelqu'un qui est dans le vide, mais de quelqu'un qui est vraiment impliqué au day-to-day, pas au day-to-day, mais disons que dans les challenges qu'ils rencontrent et dans la structuration de certains aspects de leur projet. Et j'ai vu ça évoluer dans le temps, donc c'est pas que pendant 1 an, 2, 3 ans, donc c'est pendant un moment que cela se fait. Je ne suis pas à 100% légitime en tant qu'entrepreneur, mais j'ose croire que je ne suis pas non plus un imposteur qui a lu un livre et qui vient juste restituer sans parler des réalités du terrain. Qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur le financement, la formalisation, sur l'entrepreneuriat, l'aspect financier, on va dire? La première des choses, c'est que je pense qu'on a un peu inversé, on a pris les trucs plutôt les termes dans le sens global et dans les sens assez larges. On dit financement, formalisation et stratégie. Moi, je pense que la vraie chronologie devrait être la stratégie, la formalisation, qui devait certainement être inclus dans la stratégie, et également le financement. Le financement, c'est vraiment comment on fait pour avoir l'argent et autres, ou comment obtenir un financement externe et autres. Mais le vrai travail qui devrait être réalisé, c'est celui d'abord de la stratégie et de penser le projet. Parce que la première faiblesse que je dénote, c'est vrai qu'on va arriver, je vais exposer également les insuffisances concernant le financement et tout ce qui va avec, c'est déjà la conception. Un gars va te dire j'ai un projet. Nous, généralement, quand on fait un projet, c'est pour qu'il génère du cash, qu'on mange, et puis c'est bon. Mais ça peut marcher de manière conjoncturelle, c'est-à-dire à un moment donné, avec de certaines circonstances. Mais sur la durée, c'est assez limité. Stratégie, pourquoi? Premièrement, tu vas dire à des gens quel est ton marché. La personne ne connaît pas vraiment son marché, n'a pas une connaissance poussée de son marché. Quels sont tes concurrents? La personne peut te citer vaguement ce que ses concurrents font et qui sont ses concurrents. Dans ce contexte-là, quelle est ta valeur ajoutée? La personne ne peut pas dire. Quelle est ta plus-value concurrentielle? La personne ne peut pas le dire. Et quand on va aller dans des éléments beaucoup plus intimes d'un projet, tu fais un projet. Pourquoi? Quelle sont tes valeurs? Quelles sont tes missions? Et quel est ton objectif en fait? Parce que nous, on pense le projet et on veut appliquer parce que je suis entrepreneur. Ah oui, tu es entrepreneur, mais tu dois penser ton projet dans 6 mois. Tu dois penser ton projet dans 1 an. Tu dois penser ton projet dans 5 ans. C'est vrai qu'on ne réalise pas toujours ça, mais au moins on a une direction dans laquelle on va. Et ce qui permet alors qu'on peut corriger et permettre de rester vivant. Vous avez certainement vu plusieurs initiatives entrepreneuriales. On n'a pas vraiment beaucoup de choses qui durent 10 ans, qui durent 5 ans. On va accuser le financement, mais il y a souvent un gros problème de vision dès le départ. Parce que quand on a la vision, on note, on prend des données. Il y a des gens, ils font une activité depuis 2 ans, ils te disent je veux formaliser, après je vais avoir un financement. Tu lui dis, tu as combien de clients? La personne te dit, je sais pas. Combien le client te ramène par mois? En moyenne, la personne te dit, je ne sais pas. Est-ce que tu as les moyens d'organiser ça? Non. Est-ce que tu as des choses qui peuvent prouver que même si tu n'as pas formalisé, que tu existes au moins depuis 2 ans, tu as un début de truc? La personne te dit que non, ça n'existe pas.
Donc premièrement, c'est la stratégie. Et la formalisation, c'est vraiment juste là où on commence à compter, s'enregistrer auprès de l'administration fiscale, avoir rentré dans le registre, le RCCM et tout ce qui va avec, et avoir son NIU. Ça, c'est vraiment la partie procédurale. Ça coûte plus cher. Avant, il fallait peut-être des millions pour créer une société, mais aujourd'hui, avec l'ACPCE, ce qui réunit l'endroit où tu peux faire toutes tes formalités de création d'entreprise, ça ne te prend plus autant de temps. Parce qu'avant, il fallait aller dans telle administration, tu vas aux impôts, après tu vas au tribunal. Mais là, ils ont tout réuni en un seul endroit, ce qui permet que la partie formalisation est gérée en un temps relativement court. Et la troisième partie, c'est le financement, là où le bas blesse. Le financement qui est le plus accessible, qui est le plus prépondérant dans notre économie, c'est la dette. Parce qu'on ne fait pas beaucoup de financement en termes de capital. Et encore là, il y a deux problèmes. Beaucoup d'entrepreneurs veulent être chefs à 100%. Quand tu lui dis ouvre le capital, ah non, je veux pas que les gens aient des parts dans mon entreprise, je veux avoir mon entreprise à 100%. Ce qui sort directement du modèle des autres. Tu vas voir aux States, Zuckerberg, c'est le patron de Facebook, mais le gars a 26%, sinon 27% de tout Facebook. Il s'est pas dit en mode je vais garder les 100% et tout. Bref, il y a déjà une différence dans cette mentalité-là du type de financement. Et deuxièmement, donc on va parler de la dette, qui est donc le recours au système bancaire. Les failles du système bancaire sont recensées dans beaucoup de rapports. Que le financement des banques au sein de l'économie est très limité. Et les gens, et surtout les entrepreneurs, pensent qu'il suffit que tu aies le projet, que tu aies ce qu'il faut, que la banque va te donner de l'argent. Sauf que la banque, en fait, elle n'a pas d'argent. Déjà, la banque, elle va te prêter l'argent des gens. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, la banque, elle averse au risque. C'est-à-dire que la banque, elle te prête l'argent. Ça veut dire qu'elle doit être sûre à presque à 100% que tu vas rembourser. Tu vas rembourser son argent. Et qu'est-ce que tu vas lui apporter? Tu existes depuis 2-3 ans, mais tu n'as pas de données. Tu n'as pas de data. Du coup, comment est-ce que la banque apprécie le risque lié à ce projet? Donc ce qui veut dire que généralement, si on fait un truc de bout en bout, c'est-à-dire qu'on pense déjà au financement, dès la stratégie et la formalisation, ce qui veut dire qu'on peut se dire, ah tiens, on va fonctionner de manière informelle pendant 2 ans, mais au moins on rassemble telle donnée, on fait au moins telle action de manière préventive, et au moment de formaliser, on va animer et faire tel mouvement pour pouvoir obtenir des financements. Aujourd'hui, on est dans une période où on peut obtenir des financements beaucoup plus aisément qu'il y a 10 ans, parce qu'il y a par exemple le fonds de garantie qui est là, le FIGA par exemple, qui peut permettre à des entrepreneurs de se faire couvrir sur certains engagements qu'ils peuvent avoir au sein des banques. Mais aujourd'hui, la finance, les cabinets financiers sont également aussi à portée, donc on peut également se faire accompagner pour avoir un business plan qui est solide. Mais généralement, il faut avoir des preuves en fait. Le banquier n'a pas la même logique que l'entrepreneur. Donc quand on va aller l'aborder, tu vas faire un business plan, tu vas dire que oui, moi je vends 5 maniocs par jour, donc je fais un bénéfice de temps par jour et tout ça. Mais ça n'a rien de concret. La stratégie inverse, par exemple, serait de dire, vu que j'ai un tel produit, je vends par exemple du manioc, c'est que quand je vais aller demander mon financement, je dis que j'en vends 50 ou 100 dans la semaine. Mais pour caler ton truc, tu peux par exemple négocier des contrats avec 10 restaurants. Vous avez un contrat qui est écrit, que tu leur livres par exemple 50 maniocs dans la semaine. Du coup, quand tu vas voir ton banquier et que tu as tout ton dossier, les business plans et tous les autres éléments qui t'a requis, et que tu montres également que tu as des contrats, en fait, que ton flux de revenus futurs est assuré, tu vois, la perception du banquier vis-à-vis de ton risque baisse. Donc ça, c'est un premier point. C'est aussi l'un des points par rapport au financement. D'accord, je vois que je laisse souffler aussi en même temps. D'accord, jusqu'ici, ce que tu as dit, c'est important parce que, surtout quand tu as parlé du fait qu'on n'aime pas ouvrir le capital, on aime être entrepreneur à 100%, être son propre patron à 100%, on n'aime pas ouvrir le capital, ce qui est vraiment, ce qui tue beaucoup d'entreprises au Congo, dans le sens où, dès que le promoteur meurt, l'entreprise meurt avec lui, la famille vient, on partage tout, alors que si ils étaient un peu nombreux dans le capital, on peut juste vendre sa part à lui et on va voir ces entreprises-là évoluer. Je pense que ça, c'est un point important à aborder pour pouvoir sensibiliser ceux qui nous écoutent. Et aussi, quand tu parles de stratégie au départ, je pense que c'est mieux en fait, parce qu'aujourd'hui on rencontre beaucoup de gens, pas seulement les entrepreneurs, mais même ceux qui ont des associations. L'association existe depuis parfois 10 ans, mais après il n'y a rien, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune traçabilité de ce qui a été fait pendant toutes les années. Aborder ce sujet-là, comme vous dites, ça fait que très tôt, quand je mets en place ma structure, mon entreprise ou encore mon organisation, je mets en place en fait des
des process qui vont me permettre demain, si je me formalise ou demain, si je vais voir un banquier, j'ai des preuves matérielles qui vont justifier un peu ce que je fais. Et l'exemple que tu as donné sur le manioc, c'est un peu concret. Aujourd'hui, tu veux du financement, mais tu n'as aucune garantie dans le sens où tu vas pas, quand tu as parlé de l'exemple d'avoir un contrat formel, normalement on a des contrats un peu verbal, seulement comme ça, je vais venir vous livrer des 100 manioc et tout. Alors que quand on a un papier signé et tout, ça peut nous permettre d'avoir facilement du financement et c'est vraiment important. Ce sont des petites choses qu'on ignore. Voilà. Donc moi je pense que c'est important, surtout pour ceux qui veulent voir leur business évoluer. Mais si on veut rester au niveau où c'est juste pour se nourrir, manger à la maison, payer l'école des enfants et tout, là on peut rester comme on fait d'habitude. Mais si on veut arriver au niveau d'un grand financement, je pense qu'il faut s'aligner à ce que vous avez dit jusque-là. Si vous avez quelque chose à compléter par rapport à ce qui a été déjà dit, moi j'ai intervenu pour te laisser souffler un peu. Tu as la maîtrise de ton élément et qui montre que tu es encore un modérateur ou sinon un journaliste qui maîtrise sa chose, qui maîtrise son domaine. Donc, s'il faut parler de ça, on va vraiment s'étendre parce que ces 3 points-là couvrent des heures de discussion, des tonnes de rapports qui ont été écrits. L'économie, chez nous, est très informelle. On parle d'à peu près 42 000 unités économiques. On dit que ça emploie, le secteur informel emploie à peu près 73 000 personnes. Et ça veut dire que les chiffres sont colossaux. Mais après, on dit informel, c'était comme si c'était vraiment pas quelque chose de comment on appelle ça, de pesant, mais 75% de notre économie est informelle. Ça veut dire que ce sont des unités économiques à part entière. Et on n'a pas l'impression, mais quand on passe, le gars qui fait la soudure, là, qui a son atelier, c'est une unité économique qui produit, il crée de la valeur. Il participe au PIB. Le gars qui a sa menuiserie du coin, c'est d'eux dont on parle en fait. Chez nous, on pense toujours que l'entrepreneuriat, tu dois être le gars qui va venir révolutionner la chose ou être un game changer. Pourquoi la stratégie? Le gars, quand il crée sa menuiserie, il fait sa menuiserie, il reste petit. Et au bout d'un moment, quand il n'y a plus assez de marché, au bout de 5 ans, 10 ans, il ferme, il va encore ouvrir ailleurs. Ça crée vraiment un problème. Par contre, et ça aussi c'est un phénomène généralement, et c'est même utilisé aussi de manière spirituelle, on utilise souvent la loi du potentiel. On dit tout ce qui reste petit meurt. C'est comme un enfant, tu peux pas rester petit, il faut que tu puisses croître en fait. Du coup, si tu as la menuiserie du coin et que tu satisfais juste ceux d'à côté, après il faut que tu puisses être capable d'avoir des marchés et de grandir. Et la stratégie, on ne demande pas forcément de faire ce que les étudiants en management on sait faire. Si tu dis à quelqu'un, ouais, fais-moi une stratégie, ils vont te faire une grosse stratégie avec tous les théorèmes qu'on a appris en sciences de gestion, mais pas nécessairement dans ce sens-là. Généralement, on n'a pas une projection sur le long terme. Quand on a une projection sur le long terme, au moins déjà, on peut se permettre de prendre conseil. J'ai une menuiserie, ok. Mon but, c'est quoi? Généralement, les objectifs, c'est seulement en termes de chiffres. Ah, faut au moins que je fasse 500 000 et tout, faut au moins que je fasse... Quels sont tes objectifs? Je transforme tant, je produis tant, j'ai 20 clients, ou bien j'ai à peu près 15 personnes qui reviennent. Comment je fais? Il faut que je maintienne ces clients-là et que j'aille beaucoup plus loin. Demain, il faut peut-être que je puisse me formaliser pour que je fasse de la menuiserie, mais que je puisse pouvoir avoir des contrats avec des restaurants, des hôtels ou des sociétés de construction, ou bien même simplement avoir une stratégie qui te dit que ouais, moi je fais de la menuiserie, il faut que je développe mon réseau, que je connaisse beaucoup d'architectes, que je connaisse beaucoup de maçons, que je connaisse beaucoup de gens qui construisent, parce qu'au moins à travers eux, ils ont des chantiers. Du coup, ça me permettra d'avoir un endroit où liquider, par exemple, par rapport aux portes et autres. Ça, c'est déjà un point. Tu as déjà une idée de comment est-ce que tu vas procéder. Mais est-ce que je suis le seul à proposer à ces maçons ou à ces gars-là des portes et des fenêtres? Ah non. Comment est-ce que je peux faire pour me différencier? Ce sont des petits trucs, ce sont des petits calculs, mais quand on les fait, ça nous permet de faire des erreurs et après de corriger. Ça, je parle des portes, mais après, il y a des chaises, il y a des meubles. Ça, du coup, ta concurrence, c'est pas que les autres menuisiers. Tu vas voir, il y a Orca qui fait des trucs, qui vend ses meubles à 1 million. Mais pourquoi moi, qui suis menuisier du quartier, pourquoi je peux pas vendre un meuble à 1,3 million comme ceux de Orca? Quelqu'un qui réfléchit comme ça n'est pas assuré de réussir. Mais je pense que s'il analyse bien et qu'il détermine les bonnes actions à entreprendre, dans 5 ans, 10 ans, je pense qu'il sera quelque part. Je ne dis pas qu'il va arriver à vendre des meubles aussi chers que Orca, mais je pense qu'il pourra arriver quelque part là où les autres menuisiers ne vont pas arriver. C'est là la partie de la stratégie et qui intègre la formalisation. Et concernant le financement, on part toujours du principe que nous on pense que c'est quand tu as le financement que tu investis. Mais quand tu es financier, tu sais que c'est l'investissement qui fait le financement. Quand un investissement est bon, quand un actif est bon, il se finance. Quand un projet est viable, parce que aussi il y a ça, tu peux avoir un projet, mais tu ne l'expliques pas.
tu l'expliques pas assez bien ou il est pas assez clair. Et dans la stratégie, justement, c'est aussi à ça que ça va aider. Parce que pour moi, la finance, comment je le dis, je conçois pas la finance seulement comme des gars qui font des calculs, ouais, on va sortir de l'argent ou pas. Mais pour moi, c'est quelque chose qui commence en amont, par exemple, avec l'économie réelle, c'est-à-dire la stratégie. Et la stratégie, une des parties qui est importante, c'est comment tu vas vendre. C'est, on va dire, marketing pour faire joli plutôt, ouais, le marketing. Mais c'est ça, en fait. C'est comment tu expliques aux gens comment est-ce que tu vas vendre ton produit. Et quand tu vas plus loin, tu vas devoir expliquer ce qu'on appelle le business model. Comment tu crées de la valeur. Il y a des gens, mon truc, c'est ça. Mais quel est ton business model? Le business model, c'est quoi, par exemple? Le business model, c'est comment tu crées de la valeur. C'est McDonald's. On va te dire que McDonald's, ils vendent des burgers. Ouais, mais McDonald's, en vrai, eux, généralement, ils te louent le terrain. Tu viens, tu construis le McDonald's et tu vends tes McDonald's et eux, ils tirent des gains à travers déjà la rente que tu leur offres. Déjà, tu vois, ça, c'est un business model, tu vois. C'est intelligent quand tu vas dire à quelqu'un que la personne sait que c'est bon. Il va avoir le terrain, le gars va louer, le gars va vendre des burgers, le gars va pouvoir lui payer ses loyers. Du coup, quand tu vas prendre un prêt pour pouvoir acquérir un terrain pour que quelqu'un puisse l'acquérir, du coup, on te finance en fait parce que le business model, il est simple, il est net. Du coup, quand tu vas proposer à un entrepreneur, comment est-ce que tu penses créer de la valeur sur le long terme? Tu vas te rendre compte que beaucoup, on crée de la valeur de manière circonstancielle. J'ai eu un deal, j'ai pu lancer, du coup ça devient je suis entrepreneur. Mais comment est-ce que tu crées quelque chose de pérenne? Comment est-ce que tu crées quelque chose qui va durer sur le temps, tu vas générer et sécréter du cash? Ça, il n'y a pas de... c'est pas écrit. Et une fois que tu as répondu à ces questions, ça découle alors sur ton business plan. Plus ton business plan il est clair sur la certitude de l'arrivée de tes sous, des flux financiers qui vont arriver, plus ton projet il est finançable. Donc du coup, un bon investissement attirera toujours le financement. Donc c'est l'investissement qui fait le financement. Et c'est de manière simple. Et de manière simple, l'investissement c'est quoi? On finance un actif. Et quand l'actif il est bon, on le finance. Et quand on n'arrive plus à le financer, on peut le refinancer. Ce qui veut dire que si j'ai un moulin à foufou, disons que je suis dans un endroit de production de foufou et que je veux prendre un crédit de 500 000 pour acheter un moulin à foufou et que j'ai un banque, je leur dis il n'y a pas de moulin à foufou. Ou bien il y en a 10, ou bien plutôt il y en a 9. Mais la demande est telle que les 9 là, ça traîne. Ils n'arrivent pas à satisfaire et tout. Il est clair déjà qu'il faut un 10e. Moi, je vais emprunter en fait pour avoir un 10e. Ils vont se dire que ouais, c'est une zone où c'est le business du foufou. Quand il va mettre son 10e, les gens vont venir. À un bout d'un moment, le fait que tu vas sécréter de la valeur va être net. Tu viens, tu installes le truc. Ça veut dire qu'on finance l'actif. Et tu fais tourner. Mais au bout d'un moment, tu n'arrives pas à générer assez de rentabilité pour pouvoir rembourser le prêt. Mais vu que ton actif est bon, tu peux prendre un autre prêt pour payer ton prêt. Parce que en fait, ton actif, il est solide. Il a un bon positionnement et il va avec. Et la chose qu'on fait pas assez, c'est de juste vulgariser. Généralement, les entrepreneurs, ce qu'on fait, on va leur dire ouais, en finance, il faut que tu fasses un bon business plan où tu dis au banquier que je vais y vendre 10 pommes l'année 1 et puis je vais vendre 20 pommes et après je vais faire des bénéfices et après le banquier va te donner, ça va t'aider à avoir des financements. Mais on prend pas la peine de faire les trucs de bout en bout et de manière assez simplifiée. C'est très passionnant ce que tu dis, ça donne envie de t'entendre jusqu'à la fin. Mais comme tu as dit, ça, normalement, c'est quelque chose de 3 heures. Ça demande beaucoup de temps pour pouvoir mieux se poser sur ce sujet. Et ce qui est vraiment alléchant, moi, ça me fait énormément plaisir. J'ai envie de continuer à entendre ça et tout. Mais bien dommage, le temps est bien calculé. C'est assez difficile. Je sais pas si on va penser à faire, comment on appelle ça, morceler l'émission, penser à faire, je sais pas avec toi, 3 passages pour 3 samedis pour pouvoir aborder ce sujet en profondeur. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a donné juste une vue, en fait, globale de la chose. Si on essaie d'aller dans les détails, on va exploser le compteur de temps. C'est vraiment passionnant ce que tu as dit avec des exemples vraiment concrets et ça fait énormément plaisir. Et je sais pas, j'ai pas un grand commentaire à faire. Déjà qu'on n'a pas plus beaucoup de temps. On va essayer de prendre l'avis de Paul qui est juste à côté et aussi elle va introduire son sujet également. Donc, prendre pour base ce qu'a dit First au niveau de la stratégie. Il a parlé sur la question de financement, du fait de bien élaborer sa stratégie dès le départ. Et j'aimerais ajouter à ces stratégies que l'on doit élaborer dès le départ, également prendre en considération donc la santé mentale. Parce que c'est vrai, on veut réaliser de grandes choses, on veut pouvoir développer notre pays, on veut pouvoir élever les standards au sein de notre pays, mais à quel prix ?
Et je pense que dès le départ également, il faut se fixer certaines limites sur le plan pour vraiment notre bien-être et se dire, c'est vrai, j'ai tel objectif, j'ai tel projet, mais en même temps, il ne faut pas que je m'oublie parce que je suis le moteur justement de ce projet. Si moi je pars, je pense que c'est Merlin qui l'a dit tout à l'heure, il y a dans certains cas, on va remarquer que lorsque le prometteur meurt, la structure, elle meurt également avec lui. Et c'est la même chose en fait avec nos projets. Lorsque nous sommes morts, en réalité, le projet, il n'est plus viable. Pourquoi ? Parce que nous avons mis de côté la personne, l'élément essentiel qui est nous, qui est donc notre santé mentale. Et sur ça, j'aimerais vraiment souligner, parce que Emerlon l'a dit, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je vais vraiment aller sur un tout petit point qui est une hormone que l'on ne connaît pas beaucoup, parce qu'on ne parle pas beaucoup d'elle, mais elle est vraiment cruciale, qui est le cortisol. Le cortisol, c'est quoi ? Le cortisol est simplement une hormone que notre corps libère, qui est aussi appelée l'hormone du stress. On va se dire oui, le stress est négatif, mais en réalité non. Le stress est positif à court terme, parce que c'est justement cette hormone-là qui nous permet d'être vigilant, d'être rempli d'énergie, parce qu'on va le remarquer lorsqu'on doit accomplir certaines tâches, et surtout quand on est sous pression, sous stress, on a une certaine énergie, à la fin on se dit mais comment j'ai fait pour réaliser ça ? En temps normal, je n'aurais jamais pu réaliser ça. Mais pourquoi est-ce que tu as pu le faire ? C'est parce que le cortisol qui a été libéré par ton organisme a, on va dire, décuplé ton énergie, décuplé tes capacités, de sorte à te permettre de réaliser cette activité-là. Mais à quel moment la présence du cortisol dans l'organisme devient négative ? Quand il perdure dans le temps. Quand c'est vraiment trop, quand tu es constamment sous pression, quand tu es constamment actif, tu es toujours en train de faire, toujours vouloir plus. Et c'est notre génération, malheureusement, c'est la génération du plus. On veut plus, on veut mieux, on veut plus grand, on veut vraiment l'excellence à tout égard. Et à cause de ça, on oublie que nous ne sommes que des êtres humains. Et à un moment donné, notre corps va réclamer cela. Va se dire, ok gars, c'est vrai, le projet il est magnifique, on a de beaux objectifs, on a vraiment une belle intention, mais n'oublie pas que t'es pas une machine. Et le corps a besoin que l'on prenne soin de lui. Et alors, cette présence de cortisol dans notre organisme va créer certaines choses comme une perte ou une prise de poids, des fatigues vraiment chroniques et des pertes de mémoire. On va se dire mais comment ça se fait en temps normal, moi je n'aurais pas oublié ce genre de choses, en temps normal je serais ceci, mais c'est simplement parce que tu as été trop longtemps sous stress et là il y a trop de cortisol dans ton organisme et c'est ce qui fait que on devient, je vais pas trop le dire, on est plus productif comme on pensait l'être ou comme on avait projeté de l'être. Simplement pourquoi ? Parce qu'on s'est oublié. On a mis nos projets en avant, on a mis les objectifs de la structure en avant et on a oublié que pour les réaliser, il faut que ce soit réalisé par un corps sain. Ça, c'est vraiment juste pour la question du cortisol. Donc, il faut vraiment veiller à prendre soin de soi et pour aider un peu à comment faire pour réduire la présence du cortisol dans notre organisme, je vais vraiment nous encourager à développer déjà des relations saines qui nous... Par relation saine, qu'est-ce que j'entends ? Ça peut être des relations amicales, vraiment au sein de la famille, des personnes qui vous donnent une bonne énergie, qui vous permettent vraiment de vous sentir reposé comme il faut. Et également, penser à faire une pause. Souvent, certains ne prennent pas bien, disent non, on peut pas faire de pause, il y a trop de travail. Mais faire une pause pas trop longue, mais vraiment se dire, je dois prendre soin de moi, je dois me détendre. C'est très simple, mais souvent on oublie parce qu'on se dit non, si on se repose, les autres, les concurrents, ils vont lancer un truc, donc on veut toujours. Mais parfois, il faut faire une pause et donner le temps à notre corps de se régénérer également. Et aussi, juste avant que l'on ne clôture. J'aimerais aussi vraiment très rapidement faire un clin d'œil sur les questions de blessures émotionnelles parce que parfois on va rencontrer certaines personnes qui veulent réaliser de grandes choses, qui veulent accomplir de grandes choses, mais lorsque l'on va en fouille, on va aller en profondeur, on réalise qu'en fait ces personnes ont juste été des personnes qui ont été victimes d'humiliation. C'est une blessure émotionnelle. Elle a tellement été humiliée dans son enfance, elle a tellement été humiliée par son entourage qu'elle s'est dit je dois me venger de la vie et pour me venger, je veux prouver à tout le monde que je peux faire de grandes choses. Alors en soi, c'est pas vraiment qu'elle veut réaliser des choses pour développer le pays, même si dans toutes les actions qu'elle entreprend, des personnes en bénéficient, mais en réalité, la source même de sa motivation, c'est simplement prouver au monde qu'elle peut faire. Et ça, c'est vraiment nocif pour notre organisme. Et les gens ne sont pas vraiment avisés sur la question, on se dit « Ah, mais vous voyez, ce gars, il fait bien, il est vraiment très motivant, il est encourageant. » Mais lorsqu'on va en profondeur, on se rend compte que c'est une personne qui souffre intérieurement. C'est une personne qui est blessée et c'est une personne qui n'est pas vraiment en paix avec elle-même.
Et vous allez voir que j'en parlais avec un ami récemment, on avait remarqué que la plupart, certains, peut-être pas la plupart, mais certains hommes riches, certaines personnes qui ont atteint un certain niveau dans la société, lorsque l'on regarde bien leur vie privée, ce sont des personnes très malheureuses. Ce sont des personnes vraiment qui vivent, mais qui sont dépressifs. Et après, on est surpris de réaliser que, voilà, il a mis fin à sa vie en prenant des cachets, il s'est suicidé, il s'est mis une balle dans la tête. On se dit, mais comment ça se fait? Il a la vie de rêve. Comment ça se fait qu'il se mette fin à sa vie? Il a la parfaite vie. Mais en réalité, il avait d'apparence la parfaite vie. Mais intérieurement, c'était une personne qui souffrait, qui vraiment était blessée, qui avait une âme, mais vraiment détruite. Et ça ne se voit pas parce qu'on a appris à sourire, à paraître. Et malheureusement, c'est notre génération. Notre génération, on sait paraître et on a oublié, ou du moins on ne valorise plus le fait d'être vrai avec soi-même. On est tellement devenu hypocrite que même avec soi-même, on se ment. On ne va pas bien, mais on se dit, ok, on va bien. C'est vrai, quand on parle de développement personnel, c'est important les affirmations positives. Mais à un moment donné, au-delà des affirmations positives, faut se dire, non, gars, là, je vais pas bien. Il faut que je trouve une solution. Et c'est dommage parce que tous ne sont pas, nous n'acceptons pas ça parce que c'est très, très difficile d'admettre qu'on ne va pas bien. C'est bien ce que tu as dit, en fait. J'ai pas les mots parce que je trouve que c'est très, très fort. C'est très fort. Je vais essayer de forcer légèrement le temps parce que c'est un truc que je voulais te faire écouter samedi passé parce qu'il fallait que tu sois là normalement avec Murphy. Oh, oui. Mais là, sinon, il va m'en vouloir. Donc, je vais essayer de forcer un peu le temps avec ce message. Paul Kimbo Kiwari. Non. Je suis à la fois fier et profondément reconnaissant pour la femme que tu es devenue. Prendre le micro avec assurance, modérer avec grâce, porter la voix des autres avec ta douceur et ta force, c'est un cadeau pour moi. Et pour ça, je suis le yaya le plus comblé. Je m'arrête là et le reste, je te le dirai en face. Je t'aime, petite sœur. Merci beaucoup. Oh là là, merci, mon yaya du cœur. Je tenais à te faire écouter ça, sinon samedi passé, normalement il fallait que tu écoutes. Mais bon, ça fait énormément plaisir d'entendre ces mots-là. Sur ce, on va prendre les mots de la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Et je pense qu'avec le temps qui était très très serré, on va peut-être voir dans quelle mesure. Je pense que prochainement vous venez pas ensemble parce que vous deux vous parlez beaucoup. Donc chacun doit avoir son jour prochainement pour pouvoir aborder son sujet parce que là vraiment c'était très difficile pour moi de vous gérer parce que c'est très intéressant ce que vous dites et on a envie de vous entendre mais il fallait couper et tout rapidement. Donc puisque le micro est chez toi, je vais te laisser dire ton mot de la fin par rapport à tout ce qui a été dit et puis First sera pareil après on va arrêter. Alors, comme mot de la fin, j'aimerais simplement dire que c'est important d'aspirer aux grandes choses, c'est important de vouloir réussir dans la vie, mais dans cette quête de réussite, c'est aussi important de ne pas s'oublier et surtout de ne pas se perdre, simplement. D'accord, donc First, qu'est-ce que tu peux dire pour terminer l'émission? Pour le mot de la fin de cette émission qui était intéressant, qui parlait de stratégie, formalisation et financement, c'est juste de se dire qu'on a l'impression que le financement, c'est vraiment la fin de tout et le Saint Graal à poursuivre. Mais les deux piliers pour réussir un projet entrepreneurial ou pour réussir toute autre chose, c'est vraiment la préparation. Et la stratégie et la formalisation sont vraiment deux éléments qui sont les piliers de toute réussite entrepreneuriale. Le financement, on veut vraiment s'y appesantir, mais c'est quelque chose qui coule de source lorsqu'on a un projet qui est solide. Ça pourra pas être facile, mais c'est toujours réalisable quand le projet est en béton. Merci beaucoup pour ces mots. Je pense que ça résume bien tout ce que tu as dit depuis le début. Je vois que tu as parlé de financement, c'est quelque chose qu'on a mis à la fin, mais on a parlé surtout de stratégie et tout, de mieux travailler son projet parce que quand on a un beau projet, l'argent, les investisseurs, ça coule à flot. Merci beaucoup First, merci beaucoup Paul. Le temps était très serré, j'ai vu ça, mais j'espère vraiment qu'on va pouvoir rattraper ça, comme j'ai dit, chacun à son tour, parce que là, plus besoin de vous mélanger. Merci encore à Madame Amour Dédi qui nous a supportés pendant tout ce temps. Merci à Monsieur Michel Takem, à toute l'équipe de la Radio Transéquatoriale. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à ce programme. Restez bons.